Nous sommes ici à Varennes, non loin de Montréal. 4 braves Québécois ont décidé d'affronter la froidure matinale. Ils sortent leur matériel de leur sac, font des nœuds, ils s'éloignent, entendant des cordes... Oh non, merde, j'espère que c'est pas ce que je pense. OK, tout le monde, on reste calme. Je pense que le mieux, c'est de s'éloigner. Non, non, pas d'aller dans la direction des fils. Bon, il faut s'éloigner le plus vite possible de cette... De gazé. Ça, c'est en fait un cerf-volant acrobatique piloté par les membres de l'équipe de cervolistes QI 4.2. Ce sont des cerfs-volants pilotables. Cervolistes depuis plusieurs années, les membres de cette équipe sont formés de 2 couples. Stéphane et Edith de Québec et Dominique et Jessica de Gatineau. Ce qui distingue le cerf-volant acrobatique du cerf-volant traditionnel, c'est que le cerf-volant acrobatique, tu as un contrôle pas mal complet sur le cerf-volant. Ce qui nous permet de faire du vol en équipe, parce que comme on est capable de le contrôler, on est capable de l'envoyer où on veut et de lui faire ce qu'on veut. Ça veut de la stagé pour moi. Ça fait très stagé comme réponse. Le cerf-volant 4 cordes permet d'arrêter le cerf-volant. On peut changer l'axe de la voile. Donc, ça permet de faire un vol stationnaire et de reculons. Comparé, par exemple, à un cerf-volant 2 cordes, il avance toujours, il n'y a pas de frein ni de reculons. Puis si on veut contrôler la vitesse, ben c'est à nous d'avancer ou de reculer, donc c'est un peu plus sportif. Voler un cerf-volant pilotable, ça apporte un petit quelque chose, vu que tu contrôles, tu sens la pression, fait que le cerf-volant te redonne un feeling. Pour le contrôle, la précision du mouvement, quand on réussit à faire des manœuvres très propres, très bien découpées, c'est très satisfaisant. On ne sait pas exactement d'où vient le cerf-volant, mais il serait probablement né il y a très longtemps, quelque part en Asie du Sud-Est. Les populations locales l'utilisaient vraisemblablement comme canne à pêche, pour aller pêcher le poisson en haute mer, loin, loin, loin. Par contre, on sait que la première mention écrite du cerf-volant vient de la Chine antique. Un général des armées l'aurait utilisé pour mesurer les distances entre son armée et un château ennemi. Fait que le cerf-volant, c'est un peu comme le premier tape à mesurer de l'histoire. Pensez-y. Ici, on a un cerf-volant de type 4 lignes, hyper performant comme type de voile. On a les lignes ici, on a les lignes en haut pour l'accélération. On a la ligne du bas pour le frein. Les lignes sont montées sur un système de bridage pour donner une bonne pression égale dans la voile. On a la même chose de l'autre côté. Une armature de carbone sur le dessus ici et deux transversales de carbone à l'arrière pour que la voile reste en tension. La tige sur le dessus, c'est le bord d'attaque. Donc, c'est une tige, c'est 3 morceaux de tige à carbone qui donnent la rigidité. Ça, c'est un modèle-là, il y a de la ventilation. Le vent passe à travers la voile qui permet de le voler dans un vent plus fort pour avoir un peu le même comportement qu'une voile pleine dans un vent plus léger. C'est toujours par rapport aux conditions de vent. Et avec un peu d'expérience, on peut le faire voler facilement. Ça, c'est le place, le petit bout? Oui, j'ai la OK. place. Oui, Vous autres aussi? Oui. OK, good. À droite, go. Le rôle du capitaine ou le patron ou le chef ou le gourou, on m'appelle souvent le maître ultime, que j'aime bien. Non, j'ai rien ça. En bas, go. Le rôle du capitaine de l'équipe, c'est comme un conducteur d'orchestre. Tout le monde sait sur l'équipe comment exécuter les manœuvres. Les manœuvres qu'on fait sont toutes nommées. Toutes les figures portent un nom, soit un blender ou une balle ou peu importe. Me-twister et go! Fait que je vais dire quelle manœuvre qu'on va faire. Et ensuite de ça, je vais simplement dire les go pour tourner, pour rentrer dans la manœuvre ou pour tourner. Ça garde le tempo. Vu que c'est des manœuvres à 20-30 étapes, je vais juste dire go, vu que tout le monde sait déjà où aller. Les go, c'est vraiment pour le tempo, pour savoir sur quel temps tourner. Je vais décider des enchaînements de figures quand je m'en souviens.
Sinon, j'ai toujours l'aide. On lui chuchote à l'oreille. Je suis Oui. oui. On me dit les prochaines manœuvres à faire. Des fois, on anticipe parce que des fois, il dit une manœuvre, mais on le sait que c'est pas ça qu'il voulait dire, fait qu'on l'écoute pas, puis on fait ça. fait la bonne manœuvre. On fait la bonne manœuvre qu'il fait lui aussi. Tu sais, il y a des enchaînements qui peuvent pas se faire. Fait que ça, c'est le rôle du capitaine aussi de. Ouais, puis des fois de lui rappeler qu'on peut pas faire ces enchaînements-là un à la suite de l'autre, parce que physiquement, ça se peut pas. Nos cordes peuvent se mêler, mais à un certain moment donné, ça part. En 4 lignes, c'est de voler à plusieurs, qui est vraiment, vraiment agréable, qui est trippant. Puis plus on est fou, plus on aime ça. Là. On a fait des vols à 20, on a même fait un vol à 101 ou 102, en tout cas. Donc, c'est là qu'on va chercher notre plaisir. Fait que ça dépend de ce que tu recherches, parce que c'est assez différent. Mais c'est là que la job du capitaine revient à garder ça accessible à tous. Garder ça simple, c'est ça. Garder C'est ça ça que t'allais simple. dire que la Faut job pas du que ça capitaine, c'est de démêler les cordes. Non. Non. Ça, c'est un... S'il est vrai que les cerfs-volants sont souvent utilisés devant un ciel bleu immaculé, il existe une nouvelle tendance qui croît en popularité, le cerf-volant de nuit. Rendu possible grâce aux lumières d'aile, plusieurs cerfs-volistes peuvent désormais prolonger leur séance jusqu'à bien après le coucher de soleil. Ces passionnés transforment littéralement le ciel en tableau vivant. Et avouons-le, c'est pratique parce que si les cordes s'en mêlent, puis que ton cerf-volant tombe, ben il n'y a personne qui va s'en rendre compte. Lui, c'est Pierre Tifo, passionné de cerfs-volants et considéré comme l'historien du cerf-volant au Québec. Aujourd'hui, il est en train d'installer des ancrages pour attacher des cerfs-volants géants. Il n'y avait pas tellement de cerfs-volants dans mon enfance. Vraiment, le déclic, ça a été quand j'ai assisté à mon premier festival là, en 2007. Et puis là j'ai découvert un univers que je ne connaissais pas. J'aime tous les aspects, j'en fabrique moi-même. Je fais un peu d'acrobatique, je fais du monocorde, je fais un petit peu de tout. Là. J'ai même écrit 2 livres là-dessus. Là. Donc c'est vraiment une passion à tous les points de vue. Premier cerf-volant qui est attaché pour... ça sert un peu de cerf-volant porteur ou de cerf-volant pilote, on pourrait dire. Donc on le monte le plus haut possible dans le ciel. Et puis souvent, c'est pas nécessairement un cerf-volant qui est très spectaculaire. Mais lui, sa fonction, c'est de s'ancrer dans le ciel le plus haut possible puis de tenir la ligne la plus stable possible, donner une pression sur la ligne. Si la pression est bonne, là, on peut enfiler sur cette ligne-là une série de cerfs-volants. Ça peut être 3, 4, 5 autres cerfs-volants là, si on a la longueur nécessaire. Souvent, vu de loin, les gens ne voient pas vraiment là, qu'ils sont tous attachés ensemble. C'est un œil averti là, pour se rendre compte que finalement, il y a une seule corde puis il y a 5 cerfs-volants dessus. Là. Et là, on a notre petit ami, le vent, qui a décidé de prendre une pause syndicale. En 1894, l'Australien Lawrence Hengrave s'installa sous une série de cerfs-volants en forme de boîte qu'il avait lui-même conçu et y ajouta un siège suspendu. Grâce à cet appareil, il s'éleva d'environ 5 mètres. Bon, 5 mètres, c'est pas très haut, mais il venait quand même de prouver qu'un engin plus lourd que l'air pouvait porter un homme. C'est pas rien, ça. Bon, c'est pas fou, mais c'est pas rien. Bien, les cerfs-volants de base, là, comme qu'on pense pour le cerf-volant d'enfant, là, ça rentre dans la catégorie des cerfs-volants monocordes traditionnels. Il y en a des petits, il y en a des géants, il y en a qui ont toutes sortes de formes, il y en a qui sont vraiment souples, sans structure, qui sont seulement gonflés par le vent. Par opposition aux cerfs-volants acrobatiques, la plupart ont 2 ou 4 cordes. Bien, il y a une catégorie de cerfs-volants qu'on ne fait pas voler qui est ici tellement au Canada. C'est plus en Asie. On appelle ça des cerfs-volants de combat. C'est comme la finale de la Coupe Stanley pour eux autres. C'est une folie furieuse. Donc, tout le monde s'installe sur les toits des maisons. Ils font voler les cerfs-volants. Souvent, les cordes même sont enduites de poudre de verre pour être abrasives. Fait que l'idée dans tout ça, c'est de couper la corde de l'autre cerf-volant. Puis le gagnant, c'est le dernier cerf-volant dans le ciel. Bon, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi on appelle ça un cerf-volant? C'est une excellente question. Considérant qu'en anglais, c'est pas du tout ça le nom. J'en ai aucune espèce d'idée. À l'époque, il y avait des cerfs et il y a une communauté qu'ils ont vu voler. T'es-tu déjà posé la question? Même pas. Ça n'a pas de lien avec l'animal, mais je sais pas d'où ça vient. C'est pas un chevreuil, c'est pas un cerf, c'est un cerf-volant. Pour ça que ça s'appelle comme ça, tout simplement. Le seul lien que je fais, c'est avec l'insecte qui
qui est un coléoptère, que cet insecte-là avait un lien avec le cerf-volant. Exactement. Le nom cerf-volant viendrait à l'origine d'un insecte, le lucane, que les gens appelaient ainsi à cause de ses grandes mandibules en forme de bois de serre. Bon, faut avoir un peu pas mal d'imagination, mais il paraît que c'est surtout ses mouvements dans le ciel qui rappelaient ceux de l'insecte. Ouais, OK, mais moi je pense que je préfère l'autre explication. Parce que ça sert à voler. J'ai aucune idée. Il y a une fascination naturelle au cerf-volant, du plus jeune au plus vieux. Certains vont voir les cerfs-volants artistiques, des œuvres volantes. Ils vont vraiment triper avec ça. Il y en a d'autres qui vont voir du cerf-volant pilotable, qui vont être abasourdis là, par les manœuvres qu'il est possible de faire. Les gens viennent pour la première fois dans des festivals, ils n'en reviennent pas, puis la question qui revient tout le temps, ben oui, mais est-ce que vous vous en mêlez les cordes? Ben, il m'en fallait que je le dise. Ben oui, classique. Classique, là. Il y a quelque chose de particulier de jouer avec le vent Ouais. dans le ciel. Tu sais, quand tu as des moments avec un peu plus de soucis, tu prends un cerf-volant, tu t'installes, tu penses plus à rien. Là. Tu fais un avec le cerf-volant, puis c'est tout. Tu oublies tout ce qui reste. Là. Vraiment une satisfaction à faire quelque chose de beau dans le ciel, vraiment. Nous sommes ici au festival annuel Grain de ciel qui se déroule au parc Frédéric-Bac à Montréal. C'est l'un des plus importants rassemblements de cerfs-volés au Québec. Les amateurs de tous les types de cerfs-volants sont au rendez-vous. On se revoit quelques fois par année, à chaque fois qu'il y a un événement d'envergure comme ça. Les gens viennent des États-Unis, d'Ontario, du Nouveau-Brunswick. C'est une petite communauté, là, même si je vois des fois 1 ou 2 fois par année, 4-5 fois par année maximum. C'est comme si on s'était laissé hier. Là. On s'amuse, on rigole, on partage, mais surtout, on se rappelle que lorsqu'il s'agit de lever les yeux au ciel, il est très difficile de ne pas tomber ou retomber en amour avec ces magnifiques objets qui volent majestueusement au-dessus de nos têtes.